Je commence une conférence pour les journées paysannes et c'est assez curieux d'avoir à parler aux journées paysannes sous une modalité de nuit digitale. Voilà, c'est vraiment la grande contradiction de cette situation, de ce sort qui nous est fait, où nous sommes condamnés à ce que Heidegger appelle le sans-distance, c'est-à-dire où l'on n'est ni loin ni proche. Ouais, quelle est la nature de quelqu'un qui parle via le réseau? Voilà, il a l'air d'être devant nous, de s'adresser à nous, mais en fait il est plus loin, ça c'est sûr, mais il n'est pas non plus proche. Et cela alors même qu'il s'agit de penser l'acte du paysan qui, lui, suppose nécessairement la proximité, la contiguïté même. La distanciation sociale ne marche pas avec le soin que l'on doit porter à la vigne, par exemple. On ne cultive pas les fruits de la terre par Internet. On ne peut pas non plus se satisfaire de nourriture digitale. Et donc on peut craindre que la parole qui n'est pas dans la proximité, cette parole qui passe par le réseau, même par l'enregistrement dans le cas précis, ne puisse pas être une semaille. Oui. La semence suppose quand même une certaine proximité. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement la proximité du geste du semeur, c'est aussi le fait que la terre a été choisie, que l'on n'est pas en train de jeter, vous voyez, les graines à tout vent. Et quand on ne sait pas à qui on s'adresse, quand on est face à un enregistrement, vous voyez, voilà, s'adresser à tout le monde, ça peut tomber dans toutes les mains, dans toutes les oreilles. Et donc, c'est comme si on s'adressait à personne et que l'on se risquait toujours nécessairement au malentendu. Ce que je dis là, c'est précisément ce que dit Platon, vous savez, dans ce dialogue, le Phèdre, où il opère une critique de l'écriture. L'écriture, c'est déjà la première technologie, c'est-à-dire un logos qui est pris dans une technique, qui est l'écrit, donc vraiment le premier technologos, avec une première ambiguïté de cette intelligence artificielle, qui est le fait que ça parle, un livre, ça parle, et pourtant personne ne parle. Personne n'est là pour parler. Et donc il va s'adresser de la même manière à n'importe quel interlocuteur. Si on lui pose une question, il répète toujours la même chose. Et c'est très intéressant pour expliquer l'aberration de cette situation, ou le fait plutôt que la parole écrite n'est pas la parole la plus vivante, qui est une parole adressée, eh bien, il fait une comparaison avec l'agriculteur. Justement, Socrate dit « L'agriculteur qui a du bon sens, s'il a des semences auxquelles il tient et dont il souhaite obtenir des fruits, ira-t-il sérieusement les semer en plein été et au hasard, dans des jardins d'Adonis ?» C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, pour le plaisir de voir ces jardins devenir superbes en 8 jours. Vous voyez, les jardins d'agrément, on voit les choses pousser, mais ça ne risque pas de donner du fruit. Et à supposer qu'il le fasse, ne sera-ce pas par jeu, ou pour célébrer une fête, mais ce n'est pas sérieux, c'est du jeu. Mais pour les semences dont il souhaite faire un usage sérieux, il suivra les règles de cet art qu'est l'agriculture, et après les avoir semées dans le terrain approprié, voyez, il se réjouira si au bout de 8 mois, tout ce qu'il a semé est arrivé à maturité. Donc vous voyez, refus de l'immédiateté, le 8 jours, communication par les réseaux, on buzz, ça va très vite. Non, on passe de 8 jours à 8 mois, et la patience qu'il faut. Mais en plus, le fait de ne pas jeter n'importe comment les semences, de choisir, vous voyez, la terre appropriée. Alors vous voyez, c'est très intéressant. L'opération agricole sert ici de métaphore, en tout cas de parallèle, plus même que de métaphore, à ce qui serait le juste enseignement par la parole. Est-ce que c'est arbitraire ?
savez, c'est le fait que l'agriculture soit prise comme modèle. Et ici, vous voyez, modèle de la parole adressée. Le philosophe doit s'adresser de la bonne manière en fonction de son interlocuteur, de la même façon que l'agriculteur va mettre des semences dans la bonne terre, en ayant choisi la bonne terre. Et, deuxièmement, il sera patient. Et il ne pourra pas avoir tout de suite une floraison. Pourquoi est-ce que cette image revient si fréquemment, finalement? Pour penser les choses de l'esprit. C'est le cas dans le célèbre passage des Tusculanes de Cicéron, où la philosophie est appelée cultura animi, la culture de l'esprit. Et c'est à partir de ce passage-là que le mot culture est passé justement dans les choses de l'art et de l'esprit, qu'on a inventé le culturel, qui a un ministère de la culture qui n'est pas le ministère de l'agriculture. Mais l'origine est toujours une comparaison, et Cicéron encore fait cette comparaison pour dire, effectivement, certains ont pratiqué la philosophie mais ne sont pas devenus des personnes honnêtes, et ça n'a pas marché parce qu'il ne suffit pas de semer, ni même d'arroser, ni même de cultiver, il faut qu'il y ait une bonne terre. Et encore comparaison avec la question de la bonne terre, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'Évangile avec la parabole du semeur. Voilà pourquoi ces remarques en préambule du sujet que je veux aborder, mais on est déjà dans le sujet que je voulais aborder, l'intitulé de cette conférence, c'est « L'espérance de la terre », avec bien sûr une impiété apparente, puisque ce qu'on espère, ce que nous fait espérer l'espérance théologale, c'est le ciel. On parlait d'espérance de la terre comme étant l'objet de l'espérance, c'est problématique, et on pourrait penser qu'on est dans une régression païenne, dans une religion cosmique, cette religion cosmique qui nous renvoie à une sagesse du monde plutôt qu'à la loi ou à la parole de Dieu. Et néanmoins, peut-être que ce génitif, il faut l'entendre comme le génitif subjectif d'une part. Vous voyez, cette espérance vient de la terre. Enfin, elle nous est donnée par Dieu, mais ce sont des êtres terrestres qui espèrent. Et même, il est dit dans le psaume 84, ce passage que je trouve admirable, qu'on reprend pour penser justement le mystère de l'incarnation aussi, « La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice ». Et on ne peut pas aboutir à une parfaite justification à partir de la terre, mais la vérité germe de la terre. Le donateur du ciel est aussi le créateur de la terre, et même si la terre n'est pas le terme, elle est le germe. La vérité germera de la terre. Et même, on retrouve, vous voyez, la comparaison. Pour dire les choses les plus spirituelles, là encore, on s'intéresse à quoi? Quelle image? L'image de la germination. Ce à quoi le paysan est particulièrement attentif. Donc encore une fois, ce qui se voit dans l'agriculture donne une image du mode de déploiement du royaume. Ça revient, je ne vais pas vous énumérer tous les passages de l'Évangile où ça revient. Donc vous voyez, cette vérité, elle germe de la terre. Et je voulais ajouter cette autre chose, toujours un peu en introduction là au sujet même. L'espérance théologale, qui a pour siège la volonté, vous savez, la volonté humaine, elle est quand même nourrie aussi de passion, d'élan sensible. Donc l'espérance théologale, pour être humaine, a besoin d'images sensibles. C'est une question qu'avait posée d'ailleurs le grand historien Jean Delumeau, disant qu'il y avait une perte du sens des fins dernières, du paradis, pas tellement parce que ça disparaissait de la prédication, mais aussi parce que les images du paradis avaient disparu. Elles apparaissaient trop naïves, vous voyez, des jardins, des êtres qui dansent, comme chez Fra Angelico, et que désormais, à partir de la piété moderne,
notamment avec Thérèse d'Avila, si vous voulez, la béatitude est pensée plutôt comme un état subjectif. Et on ne voit plus le lieu de la béatitude. Ce qui fait que ça devient plus abstrait, plus intérieur sans doute, mais en même temps, notre piété manque de nourriture. Parce que nous sommes des êtres de chair et parce que notre connaissance part du sensible. Il y a un très beau passage de Paul Claudel dans Réflexion, introduction à un poème sur Dante. Il cite d'ailleurs un autre auteur, un écrivain anglais qui s'appelle Gamble, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs moi-même. J'ai cherché la citation originelle sans jamais la trouver. Voilà ce qu'il dit. « Toute espérance repose en grande partie sur l'appui que lui fournit l'imagination. Si nous ne pouvons nous faire une conception réelle de la chose que nous désirons, nous sommes disposés à l'éloigner de notre esprit et à la placer hors du champ de notre intérêt actuel. » D'où l'importance, pour nourrir la foi, de la poésie, d'où la modalité même de l'expression biblique, qui n'est pas conceptuelle, qui passe par des images, et des images prises à la terre, et des images prises précisément aux opérations agricoles. L'obscure opération de germination qu'accompagne la culture est l'image de l'obscure opération divine que doit accompagner notre liberté. Et c'est pour ça que cette référence à la terre, c'est pour ça qu'elle est fondamentale, même pour l'espérance, vous voyez, et que les paraboles qui nourrissent notre espérance sont des paraboles qui nous renvoient au travail de la terre. La perte de l'imaginaire agraire est une perte pour l'imagination du ciel. Parce que cet imaginaire, et l'imaginaire toujours, nourrit l'espérance. Et cette perte, elle est très grande dans notre époque. Nous vivons éloignés des opérations agricoles qui formaient l'arrière-plan des mentalités d'autrefois, quelle qu'elle fût. On pouvait faire n'importe quel autre métier, je veux dire, on n'était pas forcément paysan, mais il y avait toujours, vous voyez, ce rapport à l'arrière-plan, à l'agriculture, à tel point que tout l'édifice scolaire a été conçu en fonction des rythmes du monde agricole. Pourquoi est-ce qu'on a des vacances en été ? Parce que c'est le moment des moissons. Parce que c'est le moment, en tout cas, du travail de la terre, où on va récolter les fruits, où on va récolter les légumes, etc. Donc, on devait aller aux patates et il fallait ne pas aller à l'école à ce moment-là. Les rythmes de l'école ont été fondés sur le rythme des saisons agricoles. Donc, perte. Et la perte est encore plus forte en ces temps liés à la peste, où la pandémie nous a confinés, où nous confine encore du reste, et où elle a favorisé les entreprises numériques. Et on a beaucoup parlé de ça, de cette pandémie qui a été une aubaine pour le capitalisme digital. De la même façon, on pourrait dire que la peste noire a été une aubaine pour la naissance du capitalisme, en rassemblant beaucoup d'argent dans un petit nombre d'héritiers qui, comme il y avait peu de main-d'œuvre, eh bien, ils ont dû travailler, pousser à l'invention des machines, etc. Et donc la structure du capitalisme apparaîtrait, il y a eu des thèses selon lesquelles elle apparaîtrait avec la peste noire, son extension au Nouveau Monde, et l'or du Nouveau Monde va venir en Europe et développer permettre des liquidités qui vont développer encore le capitalisme moderne. Bien, son extension est aussi liée à la variole et au typhus que nous avons communiqué. Pourquoi est-ce que la pandémie est allée dans ce sens-là, si vous voulez ? Elle a détruit les populations d'Amérique et laissé un espace, on pourrait dire, dévasté, mais prêt à recevoir la colonisation occidentale, etc. Vous voyez, la peste, souvent, a travaillé avec le capitalisme. C'est très curieux. Mais il n'y a pas que ça. Parce que cette pandémie nous a rappelé aussi qu'on devait toujours se nourrir. C'est ça le commerce essentiel.
Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait, même s'il y avait un développement du monde digital, une résistance plus forte de la petite communauté, de l'oikos, du petit domaine. Et les gens qui étaient réunis dans une petite communauté, avec un potager, avec quelques animaux, ceux-là, finalement, se sont retrouvés plus à l'abri que les autres. Plus à l'abri de différentes manières. D'une part, parce que la vie communautaire était maintenue, parce qu'on pouvait se couper davantage du monde en ayant une certaine forme d'autarcie alimentaire, etc. Et donc le confinement n'était pas un enfermement ni un isolement pur et simple, mais aussi parce que ce rapport à la terre permet de conserver le réalisme. Ce qui a été terrible dans cette épidémie, c'est, si vous voulez, l'amplification de la viralité microbienne par la viralité numérique, de telle sorte qu'on perd le sens des choses. On ne sait plus ce qui se passe déjà. Une épidémie, c'est un événement, donc on est déconcerté, mais en plus, il y a cet effet d'amplificateur du numérique, boule de neige, mais aussi écran de fumée. Hein. Et donc, on est dans une situation où on perd le sens des réalités. On ne sait plus ce qui se passe. Alors que celui qui est encore dans son oikos, avec un rapport à la terre, continue de voir ce qui est l'ordre de base du réel. Il y a des saisons, les choses poussent encore. Il y a encore une générosité de la nature, même si cette nature nous envoie des épidémies et des tsunamis, mais il y a aussi une générosité de la nature que l'on peut voir. Ça a été le cas d'ailleurs du premier confinement. Celui qui est arrivé après en hiver était plus difficile, mais ce confinement qui est arrivé au printemps, il était plus tenable parce qu'on avait encore ce rapport aux choses qui poussent. Et ce réalisme-là permet de sortir aussi bien de la psychose sanitaire que de la paranoïa complotiste. Parce qu'on n'est pas pris, vous voyez, dans cette sorte de surenchère, de la double viralité, de la viralité exponentielle, si vous voulez, du virus et du buzz numérique sur l'information sur le virus. Donc on peut penser que dans cette situation-là, la pandémie révèle en fait deux possibilités et même aggrave une fracture entre la numérisation et l'enracinement, finalement. Ceux qui étaient enracinés, qui n'avaient pas besoin d'une mobilité très grande, qui avaient leur... Vous voyez, ils tiennent. Qu'est-ce que ça change? Même à la limite, pas grand-chose. Mais ceux qui ne le sont pas sont dans une situation problématique. Et on pense que le salut est du côté de la numérisation. Alors, ce que je voudrais maintenant, pour développer cette question du rapport à la Terre et de l'espérance contenue dans la Terre, c'est essayer de comprendre comment on est arrivé à cette vision moderne qui a éclipsé, on pourrait dire, le paysan. Que le paysan soit un rustre, un bouseux, etc., bon, ça c'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas d'ailleurs forcément faux. Je veux dire, c'est pas la question. La vraie question, c'est à partir de quel moment le monde a basculé jusqu'à croire que le cœur de la question économique, c'était l'argent, et même au-delà de l'argent, finalement, l'information digitale, le bitcoin, finalement, qui est l'avenir, d'une certaine façon, apparemment, hein, de la non-économie ou la pseudo-économie postmoderne. Je pense qu'on peut trouver une compréhension de cette vision moderne de l'état de paysan chez celui qui est sans doute le plus grand philosophe moderne, celui chez qui la modernité se déploie avec tout son
son sens, on pourrait dire, de l'histoire, du progrès, de l'avènement de l'esprit sur la Terre, à savoir Hegel. Or, Hegel, dans ce texte qu'on appelle la philosophie de l'esprit de Iéna, c'est-à-dire les travaux préparatoires à la phénoménologie de l'esprit, à ce qui sera après sa grande œuvre, réfléchit vraiment sur la manière dont, c'est un des premiers à penser ça, avant Marx, notre manière de transformer le monde, nos modes de production finalement, impliquent une certaine manière de voir le monde. Et donc une certaine manière aussi de se saisir soi-même. Et à partir de là, il va comparer trois états, je vais en rajouter un quatrième parce que parfois on peut le voir dans ces textes, l'état du paysan, l'état de l'artisan, qu'il appelle aussi l'état bourgeois, l'état du marchand et l'état du financier. L'état du paysan, c'est l'état d'un homme qui est ancré à la terre et qui n'a pas un grand sens de sa liberté. La conscience qu'il a de lui-même n'est pas celle d'un homme libre parce que c'est un être enraciné qui est soumis au dynamisme naturel, aux saisons, aux germinations. Il ne peut pas faire de business plan, il n'a pas la liberté du businessman parce que justement, il y a un ordre qui s'impose à lui. Il ne peut pas faire une chaîne de montage et accélérer la performance parce qu'il y a des rythmes de la nature. Donc, c'est un homme qui est comme collé à la terre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas encore la plénitude de la liberté et de la spiritualité, d'après Hegel. Ajoutez à cela que c'est un taciturne. Il faut d'ailleurs se méfier des jeunes blessés par la société et qui veulent retourner à la nature, un peu à la Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ça s'est mal passé à la cour de Versailles, il s'est fait humilier, il n'a pas eu la reconnaissance de Rameau en musique et de Voltaire en littérature, et à cause de ça, vous voyez, il explique que les institutions sont l'origine de la corruption des hommes, et qu'il vaut mieux vivre une solitude au milieu de la nature, d'une certaine façon. Oui, c'est sûr que quand on s'est engueulé avec sa femme, eh bien, on trouve du repos auprès de ces plants de haricots. Il n'y a pas à discuter avec eux, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... C'est reposant. Mais en même temps, on n'est pas dans l'ordre, dans le lieu de la parole, de la conversation. Il y a un rapport à la nature, il y a un rapport avec l'ordre de la nature, et on peut imaginer, bien sûr, qu'il s'agit d'une conversation avec le créateur de la nature. C'est vrai, il y a cet ordre-là. Mais Hegel fait quand même cette remarque qui est pertinente. On n'est pas face à des créatures parlantes. Ça, c'est... Et donc, c'est pour ça que l'état du bourgeois est un état supérieur. Alors, le bourgeois est aussi sédentaire, mais il est en ville. Il y a les rapports de ville, de rencontres, la rue, ça forge les bienséances, la politesse. Ça vient de politesse, de la cité, l'urbanité. Pourquoi est-ce qu'on parle de civilisation ? Pourquoi est-ce que c'est précisément l'état de celui qui est dans la civitas, dans la cité ? Et puis, son rapport à la nature est autre. Là, il en a besoin encore, mais la nature lui fournit désormais des matériaux. Et bien sûr qu'il va imiter la nature dans son opération, mais il n'est pas dépendant du dynamisme de la nature elle-même. Il n'attend pas que ça pousse. Il a une planche de bois et il la sculpte. Et il la taille et à sa guise. Donc, il gagne en liberté. Et ça, c'est déjà par rapport aux paysans. C'est ça la pensée de Hegel. Mais au-dessus du bourgeois, encore, il y a le marchand. Alors, le marchand, c'est l'homme de la mobilité. Il va amener des choses d'un endroit à l'autre. Donc, de la translation des marchandises, du transport, mais aussi de la traduction, parce qu'il ira d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. Vous voyez, l'ouverture, déjà, l'arrachement au terroir, l'ouverture au monde. Le sens du monde
Pas le sens de la terre, hein. Le sens du monde, c'est le marchand qui va l'avoir. Il habite un port, il habite un carrefour commercial, et les choses, désormais, avec lui, ne sont plus seulement des choses, deviennent des marchandises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des entités qui existent d'une part dans la parole, parce que c'est des entités qu'il va falloir échanger, et pour échanger, il faut parler, il faut marchander, il y a un échange de paroles. Et puis, bien sûr, une conversion des choses dans leur équivalence monétaire. Oui, la parole est d'argent. La parole est l'argent. Et c'est l'homme qui va, bien sûr, donc savoir converser, valoriser les choses qu'il vend, et même qui va rapporter des récits exotiques, puisqu'il vient de loin. Et là, vous voyez, le degré d'indépendance de l'homme à l'égard de la terre semble évident pour Hegel. C'est pour ça que le marchand est plus libre. Et au-dessus même du marchand, il y a carrément le financier. Le marchand transportait des étoffes, des pierres précieuses, rares, des choses qui venaient de loin. Même si ces choses devenaient des marchandises, il y avait encore des choses. Mais le financier, lui, n'opère plus que sur des chiffres. Son travail devient un pur travail mental, intellectuel, et c'est pour cela qu'il est la manifestation la plus haute, pour Hegel, de l'esprit. C'est-à-dire, au-dessus du financier, il y a moi, il y a le philosophe, quoi. En termes de degré d'abstraction, si vous voulez. Et c'est pas faux, ce rapport au monde du financier. Je pense au texte de Paul Claudel, aux grandes pièces de Claudel qui s'intitule « L'échange », où il y a un personnage d'homme d'affaires américain qui s'appelle Thomas Pollock Nageoire, qui chante son rapport à l'universel, au monde, parce que c'est un homme de marchandises et de banques. Vous voyez, j'achète tout, je vends tout. Il a un rapport à tout. Si vous avez de vieux souliers à vendre, apportez-les-moi. Il a un rapport à n'importe qui. Donc pas à tout seulement, mais à tous. Rien n'est pour rien. Toute chose a son prix. Les choses n'existent que pour le prix, et pour autre chose. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu ma maison de New York? Au milieu est la caisse, et à droite est ma banque, et à gauche l'office de fret et d'armement. Et en haut, c'est là que je suis, et là est le service télégraphique. Toc, tac, tac, voilà Chicago, voilà Londres, voilà Hambourg, et je suis là, comme au milieu de mains qui font des signes, comme quelqu'un qui écoute et comme quelqu'un qui demande et qui répond. Vous voyez, position d'apparente souveraineté de l'homme d'affaires. Et en même temps, Pollock Nageoire a quand même, ce personnage de Claudel, a quand même l'honnêteté d'avouer que ce qu'il manie ne cesse de fuir ses mains. Car ce qu'il manie, ça n'est que le chiffre des choses. Ça n'est que l'équivalent monétaire, ce ne sont que des comptes. Oh, il n'y a pas de riche dans le commerce, c'est mon compte dans l'inventaire, voilà tout, c'est un chiffre dans la liquidation. Donc cette ivresse d'être un être souverain, global, mais en même temps on ne tient plus rien. Ne tient plus rien en main. Alors, vous comprenez que dans ce que dit Hegel, il y a quelque chose de vrai. Il ne faut pas récuser, par exemple, la force de la marchandisation. J'ai souvent expliqué que quand une chose qui a une valeur d'usage devient une marchandise, qui a une valeur d'échange, tout d'un coup, elle aurait saisi dans un échange de paroles, et un échange de paroles où il s'agit de trouver la bonne équivalence dans la transaction, dans le troc. Vous voyez, ce qu'on appellera le juste prix. Et pour arriver au juste prix, il faut aller loin. Il faut presque ce que j'appelle un échange autobiographique. Voilà, Jean, tu as une montre, j'aimerais bien que tu me passes ça. Moi, j'ai pas de montre, j'ai qu'un téléphone portable, j'en ai marre. Maintenant, pendant le carême, je ne veux pas utiliser mon téléphone portable, mais comment est-ce que je vais avoir l'heure, puisque je connais l'heure par le téléphone portable, donc il me faut cette montre tout de suite. Alors, la question, c'est,
il va me dire, oui, mais moi, cette montre, je l'ai de mon grand-père. Donc, elle coûte très cher. Pour moi, je ne peux pas m'en séparer comme ça. Et je dis, oui, mais moi, tu te rends compte, moi, je suis directeur de l'Institut Philanthropos. Toi, tu es mon étudiant. Donc, je veux dire, si tu veux avoir des cours à l'heure, si tu veux, moi, c'est à moi qu'il faudrait que tu... Au moins, il faut que tu me la passes pendant ce temps-là. Oui, mais tu comprends, alors le dédommagement... Vous voyez, si on veut vraiment arriver au juste prix, on est obligé d'aller très loin sur les besoins mutuels et même sur l'histoire de l'attachement à l'objet qu'on pourrait avoir. Vous voyez, et donc, on entre dans des choses très profondes. Il ne faut pas mépriser ce mouvement que j'appelle la marchandisation. Ce qui est faux, ce n'est pas la marchandisation. C'est-à-dire, vous voyez, ces hommes qui marchandent entre eux et qui sont dans des échanges de paroles comme on les voit au souk. C'est un lieu profondément humain. Non, ce qui est grave, c'est l'idée du marché autorégulateur. Évidemment, où il n'y a plus de parole des hommes, où on entre dans des endroits où les prix sont fixés définitivement. Et c'est-à-dire un marché où il n'y a plus de marché. Donc Hegel a raison de penser que dans le rapport à la marchandise, il y a quelque chose, il y a une élévation humaine. Ça, c'est indéniable. Mais il est dans une anthropologie qu'on peut appeler dualiste. C'est-à-dire, quand c'est trop manuel, c'est pas assez proche de l'esprit. Et lui, Hegel, qui est un intellectuel, est plus proche, bien sûr, de l'esprit. Bon, ça a l'air d'aller de soi, mais enfin bon, c'est pas tout à fait la tradition bénédictine, vous voyez, c'est même pas la traduction évangélique, puisque le Verbe de Dieu, la sagesse incarnée, est charpentier, c'est un travailleur manuel, c'est pas un intellectuel. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que le Verbe ne se soit pas fait intellectuel. Ça en dit long sur la faiblesse des intellectuels et sur le danger de l'idéologie. Enfin bon, bref, cette opposition qu'il y a entre le charnel et le spirituel, et cette opposition-là qu'il y a entre la terre et l'esprit, chez Hegel, ou entre la terre et la liberté, va aboutir au fait que la liberté humaine se fait en se détachant de la terre, en se gagnant une indépendance à l'égard de la terre, et à partir de ce moment-là, il y aura dans la modernité une crise environnementale majeure. La terre n'étant plus qu'une sorte de ressource indéfinie, dont on ne connaît même plus l'ordre, qu'entrevoit encore le paysan, l'exploitant agricole, mais finalement on ne connaît plus cet ordre. Donc on s'en détache, ça devient juste un stock pour notre industrie d'une certaine façon, pour nos transactions financières, pour nos spéculations financières. Et donc la vision de Hegel ignore l'environnement et ignore l'esprit qui est contenu dans la terre finalement. C'est par éloignement de la terre, finalement, qu'on se spiritualise. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ordre spirituel dans la terre. Elle n'est là qu'à titre de fournisseuse de matériaux. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et cette modernité-là, cette vision moderne s'est effondrée. C'est pour ça que, ne serait-ce que par l'imminence de l'effondrement lié aux catastrophes écologiques en cours, ce qui est promu aujourd'hui, c'est un certain retour à la terre. Alors tout de suite, dès qu'on dit retour à la terre, on pense au discours du maréchal Pétain, vous voyez, discours réactionnaire, discours, même si ces discours d'ailleurs... La terre ne ment pas. Ces discours étaient écrits par un juif, Emmanuel Berle, il faut s'en souvenir quand même. Mais voilà, cette question du retour à la terre, de quoi s'agit-il? Et est-ce que finalement le retour à la terre est un thème néo-païen ou est-ce que c'est un thème chrétien? C'est la grande question. On est d'accord pour dire qu'il y a une erreur de la modernité, mais il faut ne pas tomber dans un retour de balancier, régresser, si vous voulez, dans quelque chose qui serait un néopaganisme, une religion de la terre. Sachant que les religions de la terre ne sont pas des religions pour la terre. Ou si vous préférez, les religions de la terre ont été la base de la modernité qui a cru que la nature produirait des ressources sans fin. Parce que ces religions de la terre voyaient le cosmos comme un ordre intangible, invulnérable.
la nature était invulnérable. Vous voyez ? Et ça, c'est une découverte qu'on a faite dans la modernité, finalement. Le cosmos a un commencement et une fin. Le cosmos va disparaître. Il ne peut pas nous livrer, justement, le sens d'un ordre définitif, ni même d'une justice, ni même d'une vitalité éternelle. Donc, bon. Alors, bien sûr que face au déracinement qui est promu par la modernité, par ce goût de la mobilité, de la spiritualité hegelien, ce que l'on va prôner, c'est l'enracinement. Il y a voir le célèbre texte de Simone Weil qui s'intitule « L'enracinement ». Mais quel est cet enracinement ? Et est-ce que la Bible nous parle d'abord d'enracinement ? Une première analyse, ce serait de tomber, et c'est ça le retour de Balancier, dans ce qu'on pourrait appeler l'autochtonisme. Sachant que dans autochtonisme, c'est vraiment ce qui sort, ce qui vient soi-même de la terre, le côté chtonien. C'était une idée qu'on trouvait chez les Grecs. Vous savez qu'il y a le mythe d'Érichtonios, qui était un des rois d'Athènes, le père des Athéniens, et qui, la mythologie le raconte, sort directement de la terre. Donc vous voyez, je suis né ici, c'est ma terre, je suis enraciné. L'homme aurait des racines, pas des jambes, vous voyez, ou les jambes, ce seraient des erreurs, il faut les enraciner. Le modèle, c'est l'arbre. Et c'est pour ça que ce personnage, Érictonios, qui veut dire vraiment, qui renvoie à un mot qui veut dire presque né de la terre tribale, vous voyez, c'est ça qui est en jeu. On est d'ici, on ne bouge plus. Alors vous voyez, ça cette vision qui est la vision, on pourrait dire, d'une défense rigide et fixiste, on pourrait dire, du terroir. C'est une vision qui est très problématique. Et déjà, qui est une vision récusée par les latins. Les latins ont pour figure un migrant. Le père de la latinité, c'est Énée. Énée quitte Troie, dévastée précisément par les Grecs, au nom d'une histoire de femme, et donc il va chercher un lieu où s'implanter. Vous voyez, il n'est pas issu de la terre. Vous voyez, les Latins ne sont pas issus de la terre où ils sont nés. Ils ont une origine étrangère, curieusement. Et la pensée des Latins, c'est la pensée non pas de l'enracinement passé, là où j'ai mes racines, mais là où je vais prendre racine, où on pourrait dire, plutôt qu'une pensée de l'enracinement, une pensée de la culture. J'habite non pas l'endroit où j'ai mes racines, mais j'habite vraiment l'endroit que je cultive. C'est un Algérien qui arrive en France et qui cultive la langue française, qui lit Bossuet et Flaubert, qui s'attache à cette langue et à son histoire, eh bien, c'est lui qui habite la France. Et c'est pas le petit Français qui ne voit que des séries Netflix. Ouais. C'est la thèse des Latins. La légitimité vient de la culture. Et c'est pour ça qu'il y a des colonies latines. Le colon, c'est celui qui colérait, qui cultive. Il est légitime parce qu'il va cultiver le sol que l'autre ne cultivait pas. C'est ça la thèse latine. Et c'est pour ça que les Latins pensaient qu'appeler un homme cultivateur, c'était la louange la plus haute. C'est ce que dit Caton l'Ancien. Lorsque nos ancêtres voulaient louer un bon citoyen, ils lui donnaient les titres de bon agriculteur ou de bon fermier. Ces expressions étaient pour eux la dernière limite de la louange. Et Cicéron dira même que la seule activité digne d'un homme libre, Cicéron lui-même avait des villas, des domaines, et il était
patron de domaine agricole, c'est normal, même s'il était consul, mais parce que c'est la seule activité digne d'un homme libre. Il cultive, d'une part, mais en plus, il est capable de se nourrir. C'est quoi un homme libre? C'est quelqu'un qui arrive dans l'espace public en n'étant pas un mendiant. Si vous arrivez dans l'espace public et que vous avez faim, vous êtes prêt à toutes les compromissions. Mais si vous avez de quoi vous nourrir vous-même, alors vous arrivez en homme libre. Alors, pour qu'une telle chose soit possible, il faut avoir des esclaves. Bon, ça c'est le problème du monde latin. Encore des esclaves chez les Grecs. Mais malgré tout, vous voyez, l'idée que, comme l'homme a besoin de se nourrir, il faut qu'il ait une indépendance alimentaire pour pouvoir entrer dans le jeu politique librement, c'est une idée profonde. Et une idée d'ailleurs qui, même au point de vue géopolitique, est une idée assez décisive. Alors, vous voyez, on pourrait dire enracinement grec, culture latine. Mais qu'en est-il du monde judéo-chrétien? Qu'en est-il de la Bible? On n'est pas du côté de la culture. On est du côté, avec la Bible, d'autres choses que l'enracinement, c'est certain, mais aussi d'autres choses que la culture. D'abord, il faut remarquer que même s'il y a une référence agricole forte, il y a presque toujours primauté de l'agriculteur mobile sur l'agriculteur fixe, c'est-à-dire primauté de l'éleveur sur le simple cultivateur. Bien sûr que mon père est le vigneron, dira Jésus, mais il est le bon pasteur. Et les figures de pasteurs, de bergers sont innombrables dans la Bible. Et dès le départ, c'est l'offrande d'Abel, éleveur, qui est agréée, et non pas celle de Caïn, vous voyez, cultivateur. Alors, peut-être parce que c'est une offrande liée au sang, et qu'on veut nous rappeler qu'il y a une dimension de sacrifice dans le rapport à Dieu. Ça, c'est sûr. Mais il est certain que les éleveurs ont une primauté. Alors, il faut aller un peu plus loin. Deuxième chose, le premier vraiment qui cultive la terre, qui se met à cultiver la terre, bien sûr qu'il y a Adam qui cultive la terre. On dit qu'il est là dans l'Éden pour cultiver, mais il y a un moment très important où est plantée la première vigne. Et c'est quoi? C'est après le déluge. Vous voyez? Cette idée qu'il y a eu un déluge, et on va se mettre à cultiver, non pas à partir d'une terre qui est déjà là, qui est généreuse, non, la terre est fragile, elle peut disparaître, elle peut être submergée. Vous voyez? Donc on ne peut pas se fier entièrement à la terre. Et le cultivateur vient après que la terre a réémergé. Donc après le déluge. Et cette culture après le déluge. C'est un autre point qui est très important et qui est profondément biblique. Mais surtout, la terre est vue comme un don de Dieu. La terre est donnée. La terre de l'homme biblique, ce n'est pas une terre où il est né, ça n'est même pas une terre qu'il a d'abord cultivée lui-même. C'est une terre qui lui est donnée par Dieu. Ça, c'est un point fondamental. L'appel des Hébreux en terre promise, ils vont aller sur une terre où il y aura des maisons qu'ils n'ont pas construites et des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Il paraît comme un scandale d'expulsion d'une population existante, mais ce n'est pas ça, bien sûr, qui est en jeu. Si vous regardez dans le Deutéronome, c'est dit juste après le schéma Israël. Donc c'est pour dire l'importance de ce texte. Vous avez tout le schéma Israël, c'est Deutéronome 6, 4, et quand vous arrivez de 4 à 9, et vous arrivez à 4, verset 10, « Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères », c'est un don,
en raison de la fidélité d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'il a juré à tes pères de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés. On n'est pas un gigue du cultivateur, simplement. Lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Vous voyez, ici, il ne s'agit pas de chasser un autochtone légitime. Ce n'est pas ça ce qui est en jeu. C'est de nous rappeler que la terre est toujours promise. C'est-à-dire que notre habitation de la terre dépend de la promesse de Dieu, qui nous l'a donnée et qui fait que nous devons, sur cette terre, donner à notre tour. Nous avons reçu sans mériter. Nous devons donner, vous voyez, au-delà même de la simple justice. Et si vous voulez, c'est vraiment le fait d'habiter dans la justice et la miséricorde, qui est l'accomplissement ultime de la justice, qui est le cœur de l'habitation biblique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la grande institution n'est pas tellement la culture de la terre, ça c'est latin, vous voyez, c'est le Shabbat de la terre. Le fait qu'on puisse, à certains moments, laisser les terres en friche, et quand on les laisse en friche, ou qu'on laisse le bord du champ en friche, ou qu'on ne va pas ramasser les gerbes qui seraient tombées une fois qu'on a moissonné, vous voyez, tout ça qui est laissé aux pauvres, qui est laissé même à l'étranger. On pense au passage décisif dans la descendance de David, de Ruth, la Moabite, qui va justement glaner comme une pauvresse dans les champs de Boz, et Boz va la prendre, et il va y avoir la naissance d'Obed, père de Jessé, père de David. Élément pour rappeler au roi qui a tendance à tout accaparer, vous voyez, que non, il doit exercer la justice et la bonté, et que chacun doit avoir sa terre ou cultiver ou être libre, etc. Et donc le Shabbat de la terre, plus que la culture, vous voyez, c'est vraiment le moment où on laisse la terre se reposer, donc on reconnaît qu'elle est un don, ce n'est pas un lieu d'exploitation sans fin, où on laisse aux pauvres, et puis il y a ce grand Shabbat qui est le jubilé, où chacun réintègre sa terre d'origine. Et c'est pour empêcher la latifundia. Dans un monde où il y en a un qui a eu des mauvaises récoltes, ou qui s'est mal débrouillé, qui a fait un mauvais pari comme paysan. Donc il est pauvre, il a dû vendre sa terre, il devient manœuvre chez un autre, etc. Mais au terme des 50 ans, 7 fois 7 ans, 49 ans et la 50e année du jubilé, chacun réintègre sa terre initiale. Retrouve sa maisonnée avec son, vous voyez, selon le cadastre qui a été défini au temps de Josué. Donc vous voyez, bien sûr que c'est une utopie politique, est-ce que ça a jamais existé, est-ce que c'est réalisable? Mais c'est simplement comprendre que c'est cette manière où chacun a de quoi vivre, de quoi cultiver lui-même, et que quand il cultive, il doit veiller à la justice et à la répartition des richesses. Et plus qu'à la répartition des richesses, parce que c'est ça le sens du jubilé, parce que je peux être riche et avoir des terres et finalement ne pas distribuer le produit de la terre, simplement. Distribuer des revenus. Non, plus que la répartition des richesses, c'est même la juste répartition des moyens de production. Et on est dans ce que les Anglais, notamment Chesterton et Hilaire Belloc, ont appelé le distributisme. Et le distributisme, qui est ni le capitalisme ni le socialisme, disait-il, et qui n'était pas non plus l'idée qu'il faut une plus grande équité dans les salaires, une plus grande équité dans l'accès à la consommation, dans l'accès aux richesses. Non, il faut une plus grande équité dans la distribution des moyens de production, que chacun puisse produire lui-même. Vous voyez ?
Donc chacun son jardin, chacun ses machines, chacun son atelier. Il y a une sorte de rêve qui est vraiment biblique, hein, vous voyez, de la maisonnée qui contient son atelier, qui a sa vigne, qui a de quoi nourrir sa famille. Donc vous voyez, le grec habite dans le terroir, le latin habite dans la culture, mais le juif habite dans la justice. Et vous voyez, on n'est ni dans l'autochtonisme, ni dans le déracinement. On est dans un enracinement qui se fait plutôt dans le temps que dans l'espace. Vous voyez, fidélité, mémoire des dettes, restitution à chacun. Et on est dans une culture qui est pour la justice. C'est une justice où à chaque fois on se souvient qu'on a été esclave. On se souvient qu'on a été un étranger en terre d'Égypte. Et donc, on a le souci du pauvre, de l'étranger. Et c'est la grande thématique biblique. Et la terre comme don de Dieu, et non pas comme simple propriété privée, où le terme ultime de la logique, soit de l'enracinement, soit de la culture, c'est quand même la propriété privée. Non, il y a quelque chose qui est plus important que la propriété privée, et c'est la justice. Alors, ça nous fait arriver, pour conclure, pour arriver à la fin de notre réflexion, à ce que j'ai appelé quelques questions de taille. Il y a une primauté, je vous l'ai dit, de la justice. Et c'est ce que fait entendre la coutume du jubilé, qui empêche des grandes exploitations agricoles de se constituer, et donc qui empêche une expropriation définitive des petites familles qui cultivaient leur jardin ou leur terre. Mais derrière cette justice, il faut faire attention que ce qui est en jeu, c'est un rapport finalement à la réalité. C'est ce qu'avait très bien vu Steinbeck dans Les raisins de la colère. Vous savez que dans Les raisins de la colère, c'est l'histoire de ces familles qui sont expropriées, ces familles d'Oklahoma, suite au Dust Bowl. Vous savez, il y a eu des tempêtes de poussière qui fait que les récoltes ont été ravagées, qu'on n'a pas pu rembourser les emprunts faits à la banque pour d'autres mauvaises récoltes, si vous voulez. Et donc, il a fallu laisser les terres aux banques qui sont venues avec leurs gros tracteurs et partir pour la Californie. Et là, ces petits propriétaires terriens, ces agriculteurs qui sont dans une agriculture, on pourrait dire, de type biblique, c'est-à-dire familiale, vont découvrir les vastes exploitations de Californie. Et avec des types qui possèdent 1 million d'arpents. Alors, c'est complètement disproportionné. Alors, il y a un pasteur, le pasteur Casey, qui dit « Mais qu'est-ce qui peut bien foutre avec 1 million d'arpents ? À quoi ça peut bien servir 1 million d'arpents ? Pour une personne, ou pour même une famille. Enfin, ça n'a aucun sens. » Et il y a justement ces types qui sont très riches et qui sont des paysans parvenus, peut-être, alors, mais tellement parvenus qu'ils se baladent dans des automobiles blindées, que ce sont des types gras et mous, ils sont décrits comme ça. Et alors, vous voyez, il y a un problème. Quand je parle d'une question de taille, c'est une question d'échelle, finalement. Il y a un moment où c'est pas simplement qu'on a exproprié d'autres personnes, vous voyez, quand on étend son exploitation. C'est aussi que soi-même, on perd le contact avec la terre. C'est trop grand pour nous. Donc on a plus, c'est pas proportionné à notre capacité de posséder et d'user d'une chose. Vous avez une page vraiment admirable de Steinbeck sur ces gens qui ont étendu leur domaine à l'excès, comme aujourd'hui ceux qui sont tout le temps dans des tracteurs finalement, dans des grosses machines qui font du bruit. Et quel rapport ont-ils au travail de la terre ? C'est une vraie question. Bon.
Toutes ces choses, ils les avaient, ils en étaient si riches qu'ils finissaient par ne plus les voir. Ils n'étaient plus tenaillés par le désir d'un bel arpent de terre meuble, d'une charrue au soc luisant pour le labourer, de graines à jeter au vent et d'un petit moulin qui ferait tourner ses ailettes dans le ciel. Ils ne se levaient plus pour écouter dans l'obscurité le premier gazouillis des oiseaux encore ensommeillés ou la première caresse de la brise matinale, en attendant qu'il fît jour pour aller travailler à leur champ bien-aimé. Vous voyez, paysan, son champ est bien-aimé, il a ce rapport à la nature, il écoute le chant des oiseaux juste avant l'aube. En perdant leur faim, FAIM, ils avaient perdu le sentiment de ces choses. Et maintenant, les récoltes se chiffraient en dollars. La terre était devenue un capital producteur d'intérêt et les moissons étaient vendues et achetées avant que la graine ne fût semée. On arrive dans une sorte de renversement de l'ordre des choses, mais aussi de perte du contact avec les choses. Et donc, mais ce n'est pas simplement le fait que le grand exploitant a chassé des petits propriétaires, c'est que lui-même est aliéné. La grande thèse de Marx, c'est que ce n'est pas les prolétaires qui sont aliénés seulement, c'est les capitalistes, ce sont les bourgeois eux-mêmes qui perdent le vrai sens de la production, et qui sont pris dans une sorte de développement automatique de la plus-value. Et là, non. Celui qui a une trop grande exploitation perd ce rapport au réel. Et vous voyez que c'est ça qui est premier. Ce rapport au réel qui est profondément lié au sens du partage, de la distribution, de la justice. Donc vous voyez, ça me fait arriver à mon deuxième point. C'est ce sens du réel qui est premier, qui est le sens de la justice, le sens de la communion, le souci de la dignité de chaque personne. Et cela, que l'on soit agriculteur ou artisan ou marchand ou financier. Rêver d'un monde où il n'y aurait plus que des paysans, si vous voulez, qui est une sorte de fantasme de certains écolos, bobos, qui n'ont d'ailleurs jamais travaillé la terre, pour certains, vous voyez, c'est une absurdité. Il y a des gens qui sont des artisans, il y a des gens qui sont faits pour être des marchands, et moi-même, je ne suis pas paysan, vous voyez. Je dois le reconnaître. J'ai essayé un potager, j'y suis à peu près arrivé, mais au fond, je vois bien que ma tâche ne peut pas être cette occupation-là. Ma tâche principale, ce n'est pas celle-là. Mais vous voyez, l'enjeu, c'est malgré tout de garder le sens paysan. J'y reviendrai. Garder ce rapport à la première justice, qui est de nourrir et de partager les nourritures. Même le financier, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le financier, je vous ai dit que le marchand, c'était plus des marchands, c'est un marché autorégulateur, donc un marché sans marché. Mais on a aussi aujourd'hui une finance sans finance, parce que financer, c'est un acte transitif. On finance quelqu'un, on finance quelque chose, on finance le projet de quelqu'un. Il se trouve que quelqu'un a des liquidités, qu'un autre a un esprit d'initiative, d'entreprise, et c'est normal que le financier aide cette... Mais à partir du moment où on est dans le capitalisme rentier, où l'on est non pas dans cet acte de crédit, où je suis la prise de risque de l'autre, mais où je cherche à m'enrichir ou à faire un coup de poker, vous voyez, je ne cherche que cela sans savoir ce qui est fait, comme dans la haute finance. On a des portefeuilles qui sont des titrisations de choses qui sont extrêmement lointaines, de titrisation de crédits hypothécaires, donc qui correspondent à des... Mais je ne sais plus la réalité qu'il y a derrière. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Vous voyez ? Donc, la finance ne finance plus rien. C'est ça le problème. Elle devient un lieu où l'argent doit faire de l'argent. Donc, vous comprenez, chaque chose a sa place. Mais chaque chose a sa place à partir de ce sens du réel qui est donné premièrement par l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, vous voyez, on sent qu'il y a un ordre de la réalité. L'artisan, il a des matériaux, il sait quand même que le matériau contient un ordre, qu'on ne le travaille pas n'importe comment. Mais l'agriculteur,
plus encore. Parce qu'il suit des dynamismes donnés par un ordre qui est antérieur à lui. Il les accompagne, il les prolonge, il les perfectionne, il sélectionne les semences, mais, vous voyez, c'est toujours à partir d'un dynamisme qui lui est donné. Donc le sens que la réalité est comme dit Albert Borgmann, un grand philosophe de la technique, commanding reality, une réalité qui commande, et non pas une disposable reality, c'est-à-dire une réalité disponible, voire même jetable. Disposable, ça veut dire les deux. Et derrière cela, bien sûr, ce sens qui vient du rapport à la terre, mais qui doit aussi se souvenir toujours de la justice. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est là où on a un problème de taille. Si pour nourrir l'humanité, il faut passer par une agriculture dite conventionnelle, il faut encore prouver que l'agroécologie, vous voyez, est capable de nourrir. Parce qu'il y a ce souci de justice qui doit primer. Et non pas le rêve chthonien, chamanique, de résonance tellurique avec son terroir, avec son... Et non, c'est pas ça. Justice pour tous les hommes. Donc, je ne suis pas paysan, je ne suis pas Gustave Thibon, paysan et penseur. L'agriculture n'est pas pour moi une ressource, mais elle est une source. Et elle doit être pour tous une source. C'est en cela qu'il y a une espérance de la terre à travers la paysannerie. Le premier commandement, vous le savez, c'est un commandement qu'on traduit par « soyez féconds », mais qui se traduit littéralement par « fructifier ». Donc c'est toujours cette germination, donner du fruit. Et on sait que Adam tire son nom de l'Adama, de cette terre rouge, et que nous sommes faits pour travailler cette terre, non pas parce que ça durera toujours, mais parce que la terre est divine, vous voyez, comme dans le paganisme le prétendait. Non, on sait que cette terre va finir. Mais on le fait parce que c'est l'ordre de l'Éternel, parce qu'il a créé l'Adam pour cultiver l'Adama et pour manifester la lumière de la justice sur cette terre. Dans le même ordre d'idées, le digital, le numérique n'est pas sans valeur. Je ne veux pas le diaboliser puisque j'utilise même sa voix pour vous parler. Mais il faut reconnaître qu'il ne permet pas d'habiter la terre. Il est de l'ordre du moyen, mais il faut reconnaître que le cyborg n'a pas de lien avec les choses qui poussent. Il fonctionne, mais il ne fructifie pas. La fructification est vraiment ce qui appartient au vivant. Donc, il y a un bon usage de la technologie. Mais ce bon usage de la technologie vient de ce qu'on subordonne la technologie à la technique comme savoir-faire, et même que la technologie garde le modèle paysan. Il faut être encore paysan quand on est dans le numérique. Reconnaître que c'est pas cette matière dont on ferait n'importe quoi, magique, voyez, qu'on pourrait surexploiter à notre guise. Non, il y a un ordre qui est donné. Et donc, vous voyez, c'est cela, oui, c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. En réalité, c'est ce sens des saisons, ce sens d'une germination dont nous ne sommes pas la source. Donc, de cette réalité qui commande et non pas cette réalité disponible à portée de nos consommations, non, cette réalité qui commande. Et puis, il y a cette autre dimension qui est fondamentale et qui renvoie les dimensions les plus profondes aussi de notre vie spirituelle, la patience. Vous avez vu, non pas 8 jours, mais 8 mois, disait Socrate. La patience. Et pas seulement la patience, les choses prennent du temps. On ne peut pas accélérer le processus de germination. On ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus.
Mais il y a autre chose, c'est qu'on est livré à des aléas, à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les dieux nous donnent la terre, les fruits, mais ils sont aussi les maîtres des intempéries. Donc patience et prière. Et le paysan, il peut prier comme un superstitieux, il peut prier comme un païen, bien sûr. Mais au moins, il est dans cet horizon-là parce qu'il n'est pas dans un système de contrôle. Il y a quelque chose qui lui échappe, une opération qui est donnée, un certain sens d'une providence. Vous voyez, c'est là où toujours, vous voyez, le rapport à la terre du paysan reste fondamental, structurant pour toutes les autres opérations humaines, pour toutes les autres activités humaines. Mais cela en se souvenant toujours qu'il ne s'agit pas d'abord d'enracinement, ni d'abord de culture, mais de justice. Gloire soit au Père, au Fils. Oui, voilà, il suffit que vous priez la Sainte Vierge pour que ça marche. Oui. Voilà. Voilà, je suis désolé. En fait, mon ordinateur bloquait ma caméra et mon micro automatiquement. Donc, à chaque fois que j'appuyais sur le bouton, ça revenait en arrière. Mais maintenant, voilà. Vous m'entendez bien maintenant? Parfaitement. Bon, très bien. Donc, il y a une première question. Merci beaucoup pour prie. votre conférence. Une question par rapport à Caïn et Abel. La manière dont vous l'avez présenté laissait entendre que c'est parce qu'il était éleveur que Abel a été agréé, que le sacrifice d'Abel a été agréé, parce qu'il était cultivateur que celui de Caïn ne l'a pas été. Or, dans le texte de la Genèse, il est dit que c'est parce qu'il avait choisi les meilleures têtes de son troupeau, ce qui n'est pas dit pour Caïn, ce qui laisse entendre qu'il a peut-être pas donné ce qu'il y avait de meilleur. Donc, bon, c'est une question qui est assez difficile, hein, l'exégèse de Caïn et Abel. Certains ont même pensé qu'en réalité, il n'y avait pas... bon, il y a des rabbins qui lisent certaines phrases en hébreu où ils disent qu'au fond, on voit dans l'hébreu que Abel s'est offert lui-même. Donc le meilleur, c'est pas la qualité forcément de ce qui est offert, mais la qualité de la manière de l'offrir. Bon, c'est ça qui importe le plus. Vous voyez bien, l'obol de la veuve, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui a une grande force. L'autre chose, c'est que par exemple, Jules Lequier, qui a écrit un très beau texte qui s'intitule Abel et Abel, présente deux êtres parfaitement identiques qui font la même offrande. Mais il se trouve que la logique de la grâce, c'est d'agréer l'un et pas l'autre. Vous voyez, par exemple, il y a un peuple élu, il n'y a pas tout le monde, mais c'est au bénéfice de tous. Et alors, Lequier dit, par exemple, il a été donné à Abel d'être d'une certaine façon le vainqueur, mais Caïn avait la possibilité d'aller encore plus loin parce qu'il y avait la bête qui était tapie, la tentation possible, etc. Il aurait pu être l'invincible. Bon. Là, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'était surtout que les grandes figures bibliques sont plutôt des figures d'éleveurs. Et c'est pas seulement Abel, hein, ça sera aussi Abraham, ça sera aussi Jacob. Vous voyez, on les voit plutôt dans des situations d'élevage avec des troupeaux, plutôt que dans des situations de labour, si j'ose dire. Bien sûr que ici c'était pas une manière de rabaisser l'agriculteur, mais c'était pour montrer que déjà dès le départ il y a une certaine mobilité qui est mise en évidence, et c'est là qu'on voit un certain type de rapport à la terre qui s'instaure, qui n'est pas celui de l'autochtonisme. C'est ça ce que je voulais simplement montrer. Et puis l'autre chose, hein, bien sûr, il faut le mentionner, c'est un point très important sur lequel je vais écrire un texte. C'est que on est dans un monde qui est végétarien à l'époque de Caïn et Abel. Vous voyez, on pense que on a commencé à manger de la viande après le déluge et après l'alliance avec Noé, l'alliance de l'arc-en-ciel. Et d'ailleurs, le monde s'est corrompu avant le déluge dans un monde végétarien.
Et il y a cette confusion entre les espèces, semble-t-il, la lecture juive de Rachi notamment laisse entendre ça, c'est-à-dire que même on raconte que dans certains textes rabbiniques que les hommes s'accouplaient avec les animaux. Voilà, on était tellement zoophile ou animaliste à l'époque. Or, ce que fait Abel, vous voyez, qui est très étonnant, c'est qu'il va, alors qu'on ne mange pas de viande, il va verser le premier sang. Ça, c'est très mystérieux. C'est-à-dire cette dimension de sacrifice qui apparaît. Voilà, je ferme la parenthèse, hein, mais c'était juste pour montrer. En tout cas, c'est un lieu extrêmement inépuisable hein, d'interprétation. Voilà. Moi, ce que j'ai simplement voulu faire émerger, c'est que la figure du pasteur, malgré tout, est la figure majeure depuis Abel et des patriarches. Oui. Alors, vous l'avez souligné, donc l'alliance noachique permet à l'homme de manger de la viande, de la chair, et ce qui veut dire que dans la première période, c'était bien l'agriculteur qui était dominant. Oui, c'est très curieux. Bon, on peut penser qu'on mangeait du fromage, on peut penser aux animaux pour les vêtements, pour d'autres choses, mais il est certain qu'on ne mangeait pas de chair. Et donc on est dans un monde qui est presque inversé par rapport à ce que nous dirait la paléoanthropologie, où l'homme commence par être chasseur-cueilleur et l'agriculture, disons, installée, vient après. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans un texte de paléoanthropologie, mais un texte qui veut nous dire quelque chose sur le juste rapport à la terre. D'accord. Alors, un autre élément aussi par rapport à l'enracinement charnel, terrestre, géographique, c'est que justement, et vous l'avez d'ailleurs largement souligné, c'est que l'institution jubilaire liait chaque famille avec une terre géographiquement déterminée. Oui. Et elle enracinait ce lien terrestre à un don divin, ce qui laisserait entendre que l'enracinement n'était pas simplement grec, mais qu'il était aussi profondément juif. Oui, à nouveau, il faut bien entendre ce que j'ai essayé de dire. Hein. Il ne faut pas voir les trois dimensions que j'ai mises en avant comme exclusives, c'est-à-dire enracinement, culture et justice. Simplement, j'ai voulu dresser, j'ai essayé de montrer que dans la vision biblique, il y a un ordre de priorité. Voilà. Et que c'est la justice qui prime. J'ai pas, on peut prendre un autre exemple. Bien sûr que le jubilé suppose, on pourrait dire, la réintégration du cadastre élaboré par Josué. Bien sûr que c'est une institution utopique, parce que il suffit que la population, concrètement, la population se multiplie, c'est pas possible. Mais si vous faites des enfants, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui est une certaine pensée de la redistribution, non pas des richesses, mais des moyens de production et des terres, en fait. Voilà. Et à la limite, ça montre bien que du point de vue, je dirais, de notre réalisme économique, le modèle qui est proposé là n'est pas un modèle où chacun retrouve forcément exactement la même terre. Bon, ça c'est le premier point. C'est-à-dire, voilà, si à partir du moment où on a beaucoup d'enfants, d'ailleurs j'en ai un qui vient d'entrer dans mon bureau. L'autre aspect qui est très intéressant, j'ai pas voulu parler de ce passage de la Bible parce que peut-être une autre année, je vous ferai un commentaire intégralement de ce passage-là, le passage de la vigne de Naboth, qui est un passage très important, qui occupe toute la fin du premier livre des rois et qui ensuite va couvrir encore le second livre des rois jusqu'à la mort de Jézabel. Voilà, ça c'est Moïse. Et donc c'est un moment très très important. C'est quand on voit cette petite vigne où Naboth ne veut pas laisser à Akab l'héritage de ses pères, c'est comme ça qu'il le dit. Donc il semble attaché il semble y avoir un enracinement, hein. Mais il faut bien voir ainsi que l'enracinement n'est pas il dit pas je ne vais pas laisser ma terre. Il dit je ne vais pas laisser
l'héritage de mes pères. C'est pour ça que je parle d'un enracinement dans le temps. Hein. On peut imaginer qu'il a cultivé cette terre avec sa femme, avec ses parents d'abord, avec sa femme. Donc il y a une attache qui est humaine d'abord, etc. Et bien sûr, Akab n'a pas besoin de ce truc. Simplement, c'est un confort, c'est à côté de son palais. Voilà, il est prêt à l'exproprier en lui proposant de l'argent, c'est sûr, ou même un grand domaine viticole ailleurs. Bon, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Pourquoi? Mais derrière cela, plutôt quand on voit toute la suite, c'est-à-dire l'effondrement du royaume d'Israël à cause de ça, l'effondrement complet, jusqu'à la mort de Jézabel, qui va devenir du fumier, de l'engrais, enfin, qui va mourir sans sépulture et qui va finalement devenir de l'engrais pour cette terre-là qu'elle a voulu accaparer. C'est vraiment pour montrer, pour revenir à ce qui était aussi dans le livre de Ruth, c'est-à-dire montrer que le roi doit toujours se souvenir qu'il ne doit pas accaparer les terres, qu'il ne doit pas monopoliser les terres, comme l'a fait Pharaon finalement, à travers Joseph, au moment de la grande famine. Et donc, vous voyez, il y a toujours cette idée que quand David lisait le livre de sa généalogie, lisait le livre de Ruth, donc il se souvenait de l'histoire de Ruth, Boz, qui va engendrer Obed, qui va engendrer Jessé, et qui va engendrer David. Et donc, dans la mémoire de ses ancêtres, dans l'héritage de ses propres pères, il se souvient qu'il faut respecter la maison de chacun, puisque l'histoire de Ruth, c'est le fait que Noémie, qui n'a pas la maison de finalement du mari du premier mari de Ruth va disparaître, il n'y aura plus de nom, et puis tout d'un coup elle est réintégrée, le nom retrouve une terre. Bon, donc vous voyez, c'est l'idée toujours de cette distribution des terres à chaque famille, et c'est ça qui va primer, c'est-à-dire c'est vraiment cette justice. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question qui est un peu plus d'actualité. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, la technologie est capable de faire fabriquer des millions de salades dans des immeubles à Singapour, des immeubles de plusieurs dizaines d'étages. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer de la viande artificielle sans besoin d'élevage. Les technologies existent, donc si elles sont amenées à se développer, la société pourrait arriver à une dissociation complète entre la nourriture qui jusqu'à présent dépend quand même encore aujourd'hui du monde paysan. Là, elle dépendrait complètement de techniciens de laboratoire. La viande de synthèse. Voilà, la viande de synthèse par exemple. Alors, c'est pas encore généralisé, loin de là, mais… ça coûte très cher en plus, hein, pour l'instant. Mais on peut supposer, quand on regarde l'histoire des dernières décennies, que les mises au point, qu'il y ait des progrès sur ces techniques et qu'un jour on arrive à la faire bien moins cher que la vraie viande que nous faisons aujourd'hui. Voilà, en fait, c'est un petit peu une crainte que certains commencent à sentir dans la société si un jour il se pourrait qu'on arrive à une dissociation complète entre la production de nourriture et le besoin d'avoir de la terre, des animaux, des végétaux et donc des paysans. Si ça devait en arriver jusque-là, chose qu'on n'espère pas évidemment, est-ce qu'on peut encore parler d'humanité? Est-ce que l'humanité sera encore l'humanité? Et puis éventuellement, comment éviter d'en arriver là, quoi. Alors, votre question est une question qui est décisive et qui renvoie à des choses sur lesquelles j'ai beaucoup écrit déjà. Dans mon livre Dernières nouvelles de l'homme, j'ai un article sur la viande de synthèse, justement. Enfin, c'est un livre maintenant qui est sorti il y a quelques années, où je montre comment le véganisme, qui est censé avoir le souci de la nature, et l'hypertechnologisme se mettent d'accord finalement. Et on a même des associations véganes qui financent des entreprises de fabrication de viande in vitro, quoi.
Alors, bon, d'abord, ce problème de post-humanité ou de post-humanisme se pose déjà par rapport à la naissance. Vous pourriez dire, de la même façon que vous dites, il ne va plus y avoir de paysans, mais des ingénieurs agroalimentaires, il y aura non plus des pairs, mais des experts en incubateurs, voilà, qui travailleront avec des utérus artificiels, des fécondations in vitro, etc. Donc, si vous voulez, c'est un problème généralisé et c'est un problème, effectivement, on pourrait dire sans précédent. Sans précédent. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, c'est ce fantasme, je dirais transhumanisme, agro-biotechnologique, suppose malgré tout des ressources naturelles. En fait, toutes ces choses-là sont liées à la Terre. Ça, mais secrètement, c'est-à-dire qu'on pourrait penser, on pourrait croire, par exemple, que Internet c'est immatériel, on est dans une sorte d'immédiateté, alors qu'en réalité, il y a d'énormes moyens qui sont mis en place. Il y a toute cette guerre des minerais, vous savez, qui servent à l'industrie électronique. Il y a une dépense énergétique énorme, etc. Et donc, en réalité, il y a toujours une relation à la Terre qui est cachée. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une occultation de la relation à la Terre. Et là, pour ce qui concerne, je sais pas moi, les légumes Toshiba, par exemple, hein, parce que j'avais travaillé sur les légumes Toshiba et les légumes Fujitsu, donc comment des entreprises d'informatique ou de photographie se sont reconvertis pour faire voilà, des usines à fraises, par exemple, clés en main, qu'on vend à Dubaï, où on peut faire des fraises à Dubaï. Voilà, alors, ça a été lié à une nécessité. Vous savez que ça s'est développé après la catastrophe de Fukushima. Et donc, il y a un problème qui est fondamental, c'est que si une zone est entièrement irradiée, eh bien, il n'y a plus l'espace naturel, en fait, est un espace dangereux. Et il faut, pour arriver à faire des choses saines, faire des légumes et des fruits dans des bunkers. Ça, c'est terrible, on en est là. Bon, il faut comprendre que c'est ça la situation. Donc, bien sûr que ces choses-là sont possibles. Est-ce qu'elles arriveront elles deviendront moins chères que les légumes et les fruits faits dans la terre? C'est pas impossible non plus, on peut l'imaginer. Mais quand même, on ne cesse d'épuiser des ressources naturelles et ça dépend de certaines ressources naturelles. Donc, première étape de ma réflexion, la relation à la Terre reste à considérer. Il est impossible de ne pas la considérer. Parce que sinon, c'est l'effondrement assuré. Et tous ces fantasmes transhumanistes, ce sont des écrans de fumée pour nous voiler la catastrophe qui vient. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un point pas de critique, mais d'affirmation. Qu'est-ce qui est en jeu dans la relation à la Terre? Le problème des légumes Toshiba ou de la viande de synthèse, c'est qu'est perdue la relation à la culture et la relation d'élevage. Cette relation d'élevage, qui est une relation de travail avec les autres animaux, je parle le langage de Thomas d'Aquin et d'Aristote, hein, l'homme est un animal rationnel, il est en lien avec les autres animaux. C'est un lieu fondamental du déploiement de notre humanité. Et quand les véganistes sont contre l'élevage, en fait, eh bien en fait ils sont contre le rapport le plus positif et le plus digne, puisque l'animal devient un collaborateur d'un être, je dirais, spirituel, que puisse connaître une bête. Et pour nous, c'est un apport immense. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, d'ailleurs, hein, dans la conférence. Hein, pourquoi cette relation à la Terre, indépendamment, je dirais, de son utilité matérielle, alimentaire, est décisive dans la structuration de notre vie spirituelle même. Donc, ce serait une catastrophe, effectivement, et on arriverait dans quelque chose de post-humain
enfin, on y est un peu déjà, quoi, voilà. Même si on conserve l'espèce humaine et qu'il y a toujours des ressources et que la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les lieux les plus misérables, hein, il faut jamais l'oublier, hein, ça c'est, le Christ est descendu déjà dans notre misère. Donc, si la misère s'aggrave, le Christ vient encore, enfin la grâce vient encore. Mais nous, de notre côté, notre tâche, c'est quand même d'essayer de nous tirer de cette misère et d'avertir que cette chose-là, va pas faire un surhomme en fait, hein, va faire un sous-homme. Et un homme qui sera de plus en plus un rouage dans un système technologique. Merci. Rebonjour. Nous avons, vous avez évoqué la possibilité, enfin plutôt l'importance dans la société qu'il y ait cet arrière-plan du rapport de l'homme à la terre qui n'était pas la trame quotidienne de l'ensemble de la population, mais qui imprégnait et qui faisait qu'il y avait une culture paysanne dans la société. Et puis, par ailleurs, vous avez souligné, voilà, c'est une utopie de penser, une utopie qui est même une absurdité, de penser que tout le monde doit être paysan. Alors, est-ce qu'il là aussi, il n'y aurait pas un effet d'échelle? C'est-à-dire que quand il y a une trop petite quantité d'agriculteurs qui, en plus, deviennent des agriculteurs très technicisés du fait de leur petit nombre, qui ont perdu la substance de leur rapport à la terre, alors cet environnement culturel du rapport à la terre disparaît et finalement l'homme s'éloigne de Dieu parce qu'il n'a plus cet imaginaire qui lui permet d'exprimer les réalités spirituelles, hein, comme l'Évangile, la Bible le montrent à foison. Et donc, quelle serait la société vers laquelle on pourrait viser et celle qu'on pourrait essayer de réédifier pour que le paysan trouve pleinement sa place et que les autres corps qui constituent la société dans son organisation restent imprégnés par cette relation à la terre. Alors, il me semble que dans la conférence, que j'ai d'ailleurs enregistrée le soir du mercredi des cendres, donc voilà, j'essaye de me souvenir de ce que j'ai dit, mais je cite justement ce que raconte Steinbeck, c'est-à-dire que dès qu'on devient un grand exploitant agricole, on n'a plus de rapport à la terre. Et donc, d'une certaine façon, alors même qu'on est exploitant agricole, au fond, notre imaginaire devient un imaginaire financier, comptable, on manie des chiffres, voilà, et on n'est plus à sa terre. Donc, il est évident que cette question de ce que j'ai appelé la question de taille, la question de l'échelle, est une question fondamentale, et que notre perte de l'imaginaire agraire comme fondement, comme on l'a vu aussi bien chez Platon que chez Cicéron et que dans la Bible, cette perte est due effectivement d'une part au fait que les populations sont devenues majoritairement des populations urbaines et qu'effectivement, au lieu d'être dans une logique distributiste, c'est-à-dire où les moyens de production sont partagés, eh bien, il y a une hyperspécialisation, etc. Alors, la question maintenant, hyperspécialisation, est donc beaucoup de grosses technologies pour où un homme s'occupe, je sais pas, on peut imaginer avec des drones, avec des choses, voilà, d'une immense parcelle, et voilà, on arrive à cette ingénierie agricole qui n'a plus rien à voir avec la paysannerie. Bon. Alors, ce qui est certain, c'est que bon, je ne diabolise pas la technologie. Hein, et je la relativise, mais je ne la diabolise pas. Comme vous avez vu, je la mets plutôt dans un rapport de subordination au savoir-faire. Je donne toujours comme exemple le fait de prendre un tutoriel sur YouTube pour apprendre à faire quelque chose de ses mains. Enfin, je veux dire, jouer de la guitare, et c'est assez intéressant parce que beaucoup de jeunes s'en servent de cette manière-là
qui est une manière très très pertinente en fait. Alors, il semblerait enfin moi, la manière que j'ai de penser les choses sous un mode, on pourrait dire, distributisme. Bon, vous savez pourquoi le distributisme n'a pas du tout fonctionné en Angleterre? Parce qu'il y a eu la guerre. Et que la guerre a impliqué finalement une urgence liée à l'industrie lourde. Oui, on ne peut pas faire des avions sur le modèle distributiste. Ça ne marche pas si on doit résister à l'Allemagne nazie. Voilà, bon. Et donc, il y a eu un effondrement. Puis après, il y a eu, bien sûr, des problèmes de rationnement. Et puis, il y a eu voilà, vous connaissez toute l'histoire de l'agriculture après-guerre, etc. Et bon. Mais aujourd'hui, donc, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait dans un monde qui est un monde marchand pour récupérer la bonne moelle? Moi, ce que je préconise concrètement, c'est la restauration de l'oikos, c'est-à-dire de l'économie familiale, mais sans tomber dans le modèle Amish, parce que le modèle Amish est un modèle enfin, que je respecte par ailleurs, hein. Enfin bon, mais je ne le crois pas. Enfin, je crois qu'il a une théologie erronée, notamment une théologie de la mission qui est erronée. Si Dieu nous a créés dans ce temps, avec toutes les choses de notre époque qu'on peut déplorer, c'est bien dans cette époque que nous avons à faire aussi rayonner la justice et la sainteté, et non pas dans simplement des petits îlots, des bastions défensifs, des forteresses assiégées. Hein, voilà. Je veux dire, j'ai un de mes anciens étudiants qui était revenu après, il avait travaillé, il avait fait HEC, il avait travaillé chez JP Morgan, et il avait dit, je peux pas travailler chez JP Morgan, j'y arrive pas, c'est diabolique. Et je lui dis, oui, mais enfin, bon, le Christ est descendu aux enfers, et je comprends que toi, tu n'y arrives pas, ça c'est, tu fasses autre chose. Mais imaginez quand même le chrétien qui arrive à être chrétien, même si c'est la chose la plus difficile, la plus héroïque, chez JP Morgan. Et il en faut. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention. Non, mais faut faire attention à ne pas entièrement. Moi, je crains cette logique de la forteresse assiégée. Si vous lisez la lettre à Dionyette, si vous lisez les grands textes vraiment chrétiens, si vous lisez les textes du pape François, missionnaire, vous voyez qu'il ne s'agit pas de se replier sur soi et de faire des petites entités fermées. Voilà. Mais donc voilà ce que ma vision pour finir, parce que en fait pour moi j'ai une vision qui est celle du mi-temps salarial. Je crois, moi c'est ce que j'essaye de, je travaille qu'à 80%, hein, mais il y a beaucoup d'économistes très très avancés qui ont réfléchi sur qu'est-ce qui se passe si on diminue le temps de travail salarié des personnes pour leur permettre de travailler chez eux. Je veux dire, travailler chez eux, c'est pas faire du télétravail, hein. Ce que je veux dire, c'est travailler à une production familiale. Voilà. Ne serait-ce que même s'occuper des enfants, hein. Je veux dire, toute cette économie domestique, etc. Hein. Eh bien, les études ont montré que ça crée une société plus prospère. Humainement d'abord, bien sûr, c'est évident, mais aussi même du point de vue strictement économique. Donc vous voyez, je crois qu'il faut faire avec notre temps et avec le travail salarié, mais il faut aussi, et c'est le désir de nombreux jeunes aujourd'hui, trouver ce moyen, je dirais, être un demi-amish, si j'ose dire, voilà, bon, de redéployer l'oikos, c'est-à-dire vraiment le sens premier de l'économie, qui est la production familiale. Voilà. Il y a un élément, quand vous avez cité JP Morgan, il me semble que on n'est quand même pas loin dans ces structures financières actuelles, contemporaines, des structures de péché de Jean-Paul II. Donc,
Mais faut faire attention. Justement, il faudrait pas faire quand Jean-Paul, vous voyez l'erreur qu'on risque de commettre, une erreur à mon avis grave en théologie morale. Quand Jean-Paul II parle de structure de péché, il essaye de montrer comment on est toujours d'emblée pris dans des structures où on se rend complice. C'est ça le problème de la structure de péché. C'est que les gens peuvent être de bonne foi, sont entraînés dans des choses, et même ceux qui résistent contre tombent dans l'excès inverse et vont entretenir le phénomène. Vous voyez? Donc, une structure de péché, c'est pas simplement quelque chose dont on peut sortir en claquant la porte. C'est pour ça, on est comme embarqué, en fait, dans ces structures. Moi, je vais pas prétendre, vous voyez bien, on est en train de faire un webinar sur avec vraiment les logiciels dernier cri. D'ailleurs, on a du mal à se connecter tellement c'est dernier cri. On ne sait, toutes les informations passent par des câbles sous la mer, des satellites dans le ciel, sont peut-être pour faire marcher tout ça avec les data centers sont en train de dévorer je ne sais quel combustible. Vous voyez, bon, on est pris dedans. Il faut le reconnaître. Donc, vous voyez, la vraie question, hein, c'est que la structure de péché, c'est le monde. C'est le monde au sens johannique du terme. Hein. Quand le Christ parle du monde, chez Jean, il y a le cosmos. Quand il dit « je ne prie pas pour le monde », c'est terrible. Hein. Il y a deux sens du cosmos hein, dans la Bible, mais il faut bien voir qu'il y a ce sens aussi du monde comme structure de péché. Et donc, la vraie question, pour nous, c'est vraiment cette dimension missionnaire, où que l'on soit. Et c'est pour ça que je suis... oui, en cela, je pense que Laudato Si est un texte très important qui devait apparaître même avec Benoît XVI en fait, mais le propre du pape François, c'est Evangelii Gaudium, et ce texte qui rappelle, enfin qui manifeste la dimension proprement missionnaire, non seulement du chrétien, mais de la structure même de l'être, hein, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans certains textes. Tout être est par, avec et pour les autres, et même les végétaux sont envoyés en mission auprès de nous, si vous voulez, puisque en donnant leurs fruits, ben, ils aident aussi les autres animaux à prospérer. Donc, la dimension missionnaire est la structure même du réel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout d'un coup croire, ça c'est une logique de secte, qu'il faut s'enfermer dans un truc. Il faut avoir une base arrière, ça oui. Et ça c'est certain, sinon on s'en sort pas, on est perdu. Il faut avoir une base arrière, il faut avoir un lieu de repli, de résistance pour après. Allez. Mais quand le pape dit d'aller vers les périphéries, ça suppose quand même qu'il y ait un centre. S'il n'y a pas de centre, et si on ne va pas puiser au centre, alors c'est fini. Vous voyez, on prétend chercher la brebis égarée et on se perd avec elle. Alors, il faut se souvenir du bercail. Le modèle monastique. Alors, ça a été l'idée de Rod Dreher, c'est-à-dire, par exemple, des familles qui se retrouveraient même concrètement autour d'un monastère bénédictin. Donc, des familles chrétiennes qui s'entraideraient avec aussi leur potager, etc. Voilà, bon, les situations familiales sont tellement différentes et puis j'ai toujours peur quand on fait des propositions comme ça, que ce soit finalement des propositions pour des bobos, quoi. Enfin, des gens qui, comme moi, ont une vie assez, enfin, je veux dire, aisée. Moi, je pense à la multitude des familles qui vivent dans la misère et qui vivent dans des HLM. Donc, vous voyez, si je suis chrétien, je suis pas sans cesse à penser à partir de mon statut où moi, effectivement, je peux avoir un potager, je peux avoir un... Donc, c'est un problème de fond, voilà. Et moi, ce sont ces gens-là aussi qui m'intéressent. Merci. Bonjour Monsieur Hadjadj, merci pour votre conférence. Je voulais revenir sur un point que j'ai pas bien compris. C'était, j'avais cru comprendre dans vos propos qu'il y avait une hiérarchie entre la distribution des fruits de la terre, qui était moins importante que la distribution des moyens de production, oui, et qui était elle-même moins importante que la notion de justice.
Et quand je réfléchissais dernièrement avec des amis sur la notion du juste salaire, j'ai cru comprendre de la doctrine sociale de l'Église que le juste salaire devait être justement le moyen d'accéder aux moyens de production et que c'était en cela qu'il était la source de la justice dans l'économie. Donc j'aurais voulu juste... Oui. Bon, la justice, hein, on a parlé essentiellement de justice distributive ici, hein. Donc pas simplement du juste prix, j'en ai parlé un peu, mais après de la question de savoir comment on répartit les richesses. Et donc c'est ça la justice. J'ai pas mis de hiérarchie entre justice et distribution, mais plutôt la justice. Quel est le type de distribution qui est en jeu? Chesterton, quand il parlait du distributisme, il le définissait comme ça. Il disait moins de capitalisme et plus de capitalistes. C'est-à-dire que, vous voyez, ça veut dire que chacun a un capital, finalement. Le capital étant justement la terre, les machines, les choses qui permettent d'être producteur. Donc, vous voyez, c'est cela dont je parlais, et c'est pour cela que dans ce que vous mettez en avant, vous parlez du juste salaire. Bon. Mais ça suppose que le modèle du travail est le travail salarié. Vous comprenez? Et c'est vrai qu'on est pris dans un système qui est celui du salariat. Alors, juste pour faire une parenthèse de ce que je comprends quand je lis la doctrine sociale de l'Église du salaire, c'est que c'est plus large que le travail salarié. C'est que c'est la rémunération, quoi. Oui, mais vous comprenez que c'est toujours la question de la contrepartie. L'idée de faire soi-même des choses que l'on consomme soi-même, il n'y a pas de rémunération. Et c'est aussi cette économie-là qu'il faut en fait valoriser. Quelque chose qui ne passe pas nécessairement par le système monétaire. Et quand je parle d'économie familiale, c'est un lieu où la famille est un lieu de production et aussi en vue de la famille elle-même. Et là, vous voyez, on n'est pas dans la logique du salariat. Et il faut aussi penser ces choses-là. Parce que le salariat est toujours la question du lien, d'une contrepartie monétaire qui permet après de se procurer des richesses sur un marché. Et alors, bien sûr, ces richesses, ça peut être de m'acheter des outils, ça peut être de me constituer des moyens de production. C'est indéniable, hein. Et ça peut être comme ça. Mais une fois que j'ai acquis ces moyens de production, l'enjeu, c'est aussi, comme je disais, ce mi-temps non salarial. Voilà. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Moi, j'ai une famille nombreuse. Je suis pas paysan, hein. Mais l'imaginaire paysan, parce que je suis philosophe, parce que je suis poète, est toujours à l'arrière-plan. Il n'y a pas de poésie sur cet imaginaire-là. C'est pas possible. Vous savez, c'est très intéressant. Dans un entretien que faisait André Sève, un jésuite, avec Georges Brassens, il lui disait à Georges Brassens, pourquoi est-ce que vos amoureux sont sur des meules de foin et pas dans des HLM? Parce qu'après tout, Georges Brassens, il est contemporain de la bétonisation du monde. Comment se fait-il que la chanson de Brassens est une chanson qui renvoie à un monde qui n'était plus le sien? C'est ça qui est étonnant, qui était déjà plus le sien. Et il dit, mais parce que l'amour a besoin de cet environnement-là et que je ne suis pas capable. Pour moi, ce serait sortir de la poésie que de, vous voyez. Donc c'est bon, c'est fort, ça en dit long, si vous voulez. Bon. Donc je ne suis pas paysan, mais je vois bien aussi que le temps de présence que j'ai à la maison est un temps très important, où c'est pas que je fais rien. Mais quand je suis avec mes enfants, quand on joue, quand on fait la cuisine, quand on prend du temps pour faire une belle table et pour se raconter des histoires à table, mais toutes ces choses-là, c'est encore de quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre humaine. Hein. Bah, si on peut pas faire ça, vous comprenez? Et ça, c'est pas du travail salarié. Donc effectivement, le salaire, c'est là où vous avez raison, doit permettre de pouvoir faire ça, mais il nous fait aussi, mais l'enjeu, c'est cette articulation entre ce travail salarié, ce que je disais à 50 ou plus %, et puis cette économie domestique.
Merci beaucoup. C'est juste pour rebondir sur ça et pour un petit peu conforter cette idée du mi-temps salarié. Je vous invite, si vous l'avez pas fait, à lire un livre de Raymond Delatouche sur la chrétienté médiévale et qui explique justement tout l'intérêt qu'il y aurait pour que les paysans restent paysans d'avoir ce mi-temps salarié. Enfin, il cite plusieurs façons pour que la société reste paysanne au sens de la chrétienté médiévale et il figure cette théorie. Mais en tout cas, moi, je suis un bricoleur, hein, vous voyez, je suis pas donc qu'il y ait des gens sérieux qui puissent voilà me conforter dans ce que j'essaye de penser avec mes propres voilà, bah merci, je prends. Bonjour, Monsieur Hadjadj. Bonjour. Merci pour votre conférence. Là, dans les échanges des participants à votre conférence, il y a le thème du mal-être et du suicide des agriculteurs qui revient assez souvent là depuis le début des débats. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors qu'on pourrait penser que l'agriculteur est proche de la nature et tout. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a ce grand drame du suicide en France en particulièrement. De fait, il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir où est passé mon fils Moïse, mais il est parti jouer avec ses frères. Hein. Je crois il est dans le jardin là, juste à côté. Je réponds voilà. Merci d'ailleurs de s'en soucier pour moi à distance. Non, mais bien sûr que j'ai pas voulu toucher ce problème-là. Qui est au cœur d'ailleurs du dernier roman de Houellebecq, hein, Sérotonine, c'est un roman terrible et d'une tristesse, je dirais, presque absolue, parce que c'est le roman où un personnage va vers le dépérissement total, un citadin, mais mis en parallèle avec la disparition du monde paysan. Hein. Il a un ami qu'il va voir, etc. Lui-même est un ingénieur agronome, hein, donc voilà, et c'est un sujet qui est très important. Il y a très important au sens où la littérature aujourd'hui commence à s'en emparer et en faire presque un sujet majeur en fait, hein, du drame humain. Bon. Comme je dis, je ne suis pas d'un milieu paysan. Je n'ai pas voulu en parler. Enfin, c'était pas le sujet. Je parlais de choses plus au principe. Maintenant, quel est le cœur de cela? C'est que justement, on va avec le désir d'avoir cette relation à la terre, et en fait, ce qui se joue, c'est la relation à la banque, c'est la relation aux directives européennes, c'est la relation. Enfin, c'est le crédit qu'on a contracté pour les machines, et à un moment donné, on est pris à la gorge. Et on a un monde, en fait, technocratique qui est finalement très éloigné de la terre, mais qui donne ses directives, en fait, hein, voilà. Et qui fait que le paysan est aliéné et que le travail lui-même qu'il voulait faire est rendu impossible. Et c'est terrible. C'est terrible. On se sent floué. On veut consacrer sa vie à quelque chose et des personnes qui se prétendent bienveillantes avec la politique agricole commune, avec vous voyez, des tas de projets de rentabilité, ouais, nous étranglent. Voilà. Donc voilà, donc c'est terrible. Mais c'est précisément c'est terrible pour le paysan parce que celui qui veut être paysan, on veut le condamner à être un exploitant. On veut le condamner à être toujours plus dans de la paperasse et dans des soucis d'argent.
et c'est là son immense tristesse, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est terrible. Après, je voudrais quand même le rappeler, hein, bien sûr que des gens sont pris à la gorge, mais j'ai une immense compassion pour eux. Et en même temps, vous voyez, comme chrétien, le suicide provoque aussi ma colère. Voilà. Oui, c'est terrible. Mais je peux pas, je n'ai pas que de la compassion. Je préfère le dire parce que se tuer soi-même, c'est. Mais peut-être que c'est ça, hein, le point ultime, hein, c'est que le paysan a tellement été empêché de faire son travail d'accueil du don de la terre qu'il se met à refuser le don de la vie en lui. C'est terrible. C'est terrible. L'horreur. Merci. La référence, c'est Rod Dreher, voilà, le Paris bénédictin. Quelqu'un m'a demandé. Oui. Merci Yves d'avoir répondu. Merci beaucoup Fabrice pour cette magnifique conférence. Moi, il faut que je me présente, paraît-il. Donc, je suis Emmanuelle François, la présidente de l'association. Voilà, c'était déjà fait en 2017. Et c'est vrai qu'à la fin de votre conférence de 2017, on s'était fait la proposition de continuer à partager et à cheminer ensemble dans la réflexion. Et donc, c'est vraiment une grande joie de vous avoir écouté et pour tous les chemins que vous avez ouverts, pour cette réflexion juste et ces réponses ajustées aux questions. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Je ferai juste une petite remarque qui m'est venue, mais c'est avec une note d'humour, bien sûr. Quand on parle de gros tracteurs, c'est que moi, je connais un paysan qui a des gros tracteurs et qui est vraiment paysan. Oui. D'ailleurs, bon, c'était une imagerie qui est celle de Steinbeck, hein, dans Les raisins de la colère, mais donc qui est une imagerie un peu datée. Mais à nouveau, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas l'ennemi des machines. Pour moi, c'est quelque chose qui serait complètement fantasmatique. La vraie question après, c'est quelle est la taille voilà, de l'exploitation. Là, il peut y avoir un vrai problème. Voilà, bah écoutez, encore merci. Votre conférence va être accessible pour tous. Votre conférence ainsi que celle de Monseigneur Bozo seront accessibles sur le site des Journées Paysannes bientôt. Et si vous voulez bien nous faire parvenir des notes, on serait ravis aussi de la mettre en document. Bon, allez, je peux vous photographier mon cahier, hein, mais c'est vraiment des notes que j'ai eu moi-même du mal à lire, en fait, hein, je dois vous dire. Donc, voilà. Bon. Eh ben, merci beaucoup. On va continuer avec l'adoration. Et merci, puis, merci à vous tous et puis merci, hein, de, comment dire, je suis plein de gratitude à l'égard du monde paysan, du monde agricole. Ben, c'est comme ça qu'on mange, hein. Et voilà. Et j'ai plein d'admiration. Je fais ce que je fais, ce sont des choses moins fondamentales, des toutes petites choses aux marges. Et donc ça me touche beaucoup que voilà, vous qui faites un travail sérieux, vous puissiez y être sensible, quoi. Voilà. Merci. Bah oui, c'est peut-être moins fondamental quand vous dites, mais pour nous, ça permet d'éclairer notre travail et donc de nous aider à l'accomplir encore mieux. Donc vraiment merci. Et on espère continuer à coopérer. Voilà. Merci. Si vous le voulez bien. Et moi, je voulais aussi saluer les personnes dont j'ai vu passer quelques chats. Bonjour Thibaut. Bonjour Monsieur Daniel. Bonjour Delphine. Merci à tous ceux qui ont coopéré, qui étaient là pour écouter. C'était vraiment une joie de se sentir en communion, même si malgré tout,
c'est très dur d'être séparés et de ne le faire que par la technique. Donc, on va être en communion de prière là et on va demander à l'Esprit Saint de faire cette transfiguration de nos présences virtuelles en réalité. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.